Je présente Anne Gaillard, qui est une de nos intervenantes. Elle est architecte et paysagiste au CAUE du Val-de-Marne. Le CAUE étant le Conseil d'architecture et environnement, d'urbanisme, j'ai oublié, n'est-ce pas? Architecture, urbanisme et environnement. Et nous allons aussi avoir la présentation de Séverine Coupeil, elle est responsable du secteur de transition vers l'activité et l'emploi responsable du Conseil département du Val-de-Marne. Donc c'est le service qui a en charge aujourd'hui l'agriculture et toute la politique de soutien et de maintien à l'agriculture. Donc elle va nous présenter comment le département du Val-de-Marne aide à maintenir ces activités. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Effectivement, cette conférence va donc porter sur les questions d'urbanisation et d'agriculture, plus précisément donc sur la place de l'agriculture face au développement urbain, mais aussi les liens que peut entretenir depuis longtemps la ville avec l'agriculture. Alors, je vous présente rapidement le sommaire de cette conférence. Tout simplement, je vais vous présenter un peu une approche, une approche historique de cette agriculture qui existe depuis très longtemps dans le Val-de-Marne et en Île-de-France, puisque c'est une caractéristique particulière de l'Île-de-France. Ensuite, on vous présentera les enjeux d'aujourd'hui, cette agriculture aujourd'hui dans le Val-de-Marne, et ensuite des perspectives d'avenir, parce que c'est une volonté qui est exprimée et partagée à différents échelons du territoire francilien, cette volonté donc, de préserver cette agriculture qui est encore présente dans le Val-de-Marne. Et dans ces perspectives d'avenir, eh bien, effectivement, on présentera la démarche du département, du conseil départemental, autour de toutes ces questions. Alors, donc, tout d'abord, cette approche historique. Je rappellerai simplement que depuis plusieurs siècles, l'agriculture fait vraiment partie du paysage francilien. Comme vous pouvez le voir, le blanc sur cette carte, c'est toute l'agriculture, mais qui, jusqu'à la fin du 19e siècle, cette agriculture était encore dans Paris. Et la dernière vache, d'ailleurs, a quitté Paris en 1954. Donc, on voit que l'agriculture était très présente jusqu'au centre de Paris. Et puis, bien évidemment, cette agriculture n'a jamais cessé d'être repoussée toujours plus loin. Donc, vous voyez ce saut entre le début du XXe siècle et les années 60, cette agriculture donc, qui a été toujours poussée plus loin, avec, à partir des années 60, on est passé d'une phase de tour à une phase d'étalement urbain. Donc, bien sûr, après-guerre, on a construit énormément, mais aussi, on s'est extrêmement étalé sur ce territoire avec l'arrivée du tissu pavillonnaire. Alors que je vais vous présenter, donc, vous voyez, en 2003, on continue à s'étendre. Et je rappellerai simplement que l'Île-de-France correspond à 2% du territoire national, alors qu'elle accueille 20% de la population nationale, sachant que ces 20% sont essentiellement concentrés dans ce périmètre de la petite couronne francilienne, dont fait partie évidemment le Val-de-Marne, et d'où on arrive évidemment à une pression urbaine qui est extrêmement forte. On doit construire 70 000 logements par an et en même temps, il faut se nourrir. En même temps, cette agriculture, elle existe depuis fort longtemps. Pendant très longtemps, en Île-de-France, on avait une agriculture très diversifiée. Donc avec de la vigne sur les coteaux évidemment de la Marne, de la Seine, des cultures spécialisées en légumes, donc du maraîchage, des vergers, des petits fruits, de l'horticulture ornementale, puisque ça fait partie c'est une des spécificités notamment du Val-de-Marne. Et puis on avait aussi des circuits courts qui existaient depuis longtemps, de la vente directe, parce qu'il fallait nourrir Paris. Et donc l'agriculture faisait vraiment partie intégrante de la ville.
on vivait avec cette agriculture de proximité. Et puis, avec cet étalement urbain, évidemment, l'agriculture a été repoussée toujours plus loin, avec la concurrence aussi nationale, l'arrivée du train, il y avait également beaucoup d'ovins, beaucoup d'animaux pour à la fois tirer les charrues, mais aussi pour se nourrir, pour avoir de la viande. Et puis tout ça a progressivement disparu face à la concurrence, et progressivement l'Île-de-France s'est spécialisée dans la céréale, dans la grande culture. Et les tailles d'exploitation ont aussi changé. On est passé d'une cinquantaine d'hectares à plus d'une centaine aujourd'hui. Et en même temps, paradoxalement, plus on construit, plus ces espaces sont contraints. Et donc, on est dans une certaine contradiction entre les tailles des exploitations et cette urbanisation qui vient fractionner. Enfin, je vais en reparler un peu plus tard. Donc ça, c'est pour vous présenter un peu cette évolution historique. Et ce petit tableau, aussi pour vous présenter, vous voyez, la pastille rouge correspond à la surface qu'aurait pu être notre petite couronne parisienne si on avait poursuivi le modèle de compacité d'Haussmann, puisque Paris est une ville très compacte, c'est une des villes les plus compactes au monde, et la pastille correspond à ce qu'on aurait pu avoir, et donc on aurait pu préserver énormément de terres dans notre région. Voilà, c'est pour vous présenter un peu ce contraste. Voilà. Là, je vous montre 2-3 exemples un petit peu de comment l'urbanisation. Donc là, on zoome. On va faire des zooms, des dézooms, mais là, un petit focus sur quelques exemples d'évolution historique à la parcelle. Donc là, on est dans Paris. Vous voyez dans le cercle rouge une parcelle cultivée. Il y avait encore évidemment beaucoup de cultures. En général, les exploitations étaient le long des limites parcellaires et le long des voies de circulation. Et dans le développement de l'urbanisation, donc le modèle haussmannien, vous voyez en bas à gauche, les îlots, en général, se sont construits le long des voies ou le long des limites de parcelles. Et on a préservé pendant longtemps, aujourd'hui ça correspond à des cœurs d'îlots, mais autrefois il y avait encore, il n'y a pas si longtemps, fin 19e, début 20e, encore des cultures à l'intérieur des cœurs d'îlots haussmanniens. Et puis, donc là, c'est un exemple au niveau du boulevard Arago, mais il y en a énormément de cette façon-là. Également, l'agriculture, comme je vous disais, on avait dans nos cultures depuis très longtemps une culture d'agriculture de proximité. Et en particulier, vous voyez ici l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, qui était autrefois, me semble-t-il, un orphelinat. Et depuis toujours, les hôpitaux, les hospices, les orphelinats, les grands bâtiments publics étaient dotés toujours de culture à l'intérieur, parce qu'il fallait nourrir aussi les gens qui étaient hospitalisés. Et donc la culture maraîchère faisait vraiment partie intégrante de la structure de ces bâtiments publics. Et progressivement, l'extension de l'hôpital, ici du Kremlin, s'est étendue sur ces terres maraîchères, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus cette culture ces cultures ont progressivement disparu. Donc, il en est de même pour les séminaires ou pour les établissements religieux. Pareil, pour les prêtres, les moines, il y avait toujours des cultures à l'intérieur de ces bâtiments. Et puis, là aussi, une fois de plus, avec l'évolution de nos usages, de nos manières de vivre, de nos modes de vie, ces cultures ont disparu au profit d'extension de ces bâtiments. Alors aujourd'hui,
effectivement, il reste, combien d'hectares reste-t-il dans le Val-de-Marne? Cette agriculture, elle existe toujours. Très peu, mais malgré tout, il y a un peu plus de 1000 hectares qui existent encore dans le Val-de-Marne. Et vous voyez cette cartographie de la petite couronne parisienne avec le découpage des territoires. Donc au sud-est, vous voyez le Grand Paris Sud-Est Avenir qui possède le plus de terres aujourd'hui, le plus de terres agricoles en petite couronne. Je vais revenir sur les chiffres, mais vous voyez qu'il en reste très peu. Et en même temps, aujourd'hui, on est face à une vraie demande sociale. Plus on urbanise, plus on s'éloigne de la nature, plus on s'éloigne aussi, et plus on a besoin de ramener, d'une part, cette nature à l'intérieur du cœur urbain, à l'intérieur de nos lieux de vie, mais aussi comprendre, besoin aussi de s'alimenter. Je pense que les autres conférences ont déjà exprimé un peu cet enjeu autour de l'alimentation. On a besoin de savoir ce qu'on mange dans nos assiettes et ce rapport à la terre. Il est important aujourd'hui, plus on vit, on vit dans des espaces de plus en plus réduits, soit dans du pavillonnaire, mais beaucoup de personnes ici habitent dans des appartements. Ce rapport à la terre, qui nous rappelle les saisons, qui nous ramène à des choses essentielles dont on a besoin aussi pour le bien-être, mais pour ce rapport à... il y a de nombreux, en tout cas, il y a une vraie demande sociale par rapport à ces terres. Et aussi, ces terres agricoles, elles jouent un rôle extrêmement important au niveau de la régulation du climat, la régulation des risques d'inondation, puisque ce sont des terres poreuses qui absorbent une grande partie des eaux de ruissellement. Donc elles ont un effet, elles rendent de multiples services, elles nous rendent de multiples services. Et aussi, bien entendu, des personnes se déplacent, des cadres supérieurs qui travaillent à la Défense viennent habiter à Périgny-sur-Yerres, de nombreux... Pourquoi ? Pour avoir ce rapport aussi aux grands espaces ouverts, parce que, évidemment, à Créteil ou dans Paris ou à Saint-Maur, on est dans des espaces où on a peu de rapport au grand paysage. Donc cette agriculture, effectivement, elle rend de multiples services à la ville. Voilà. Donc là, simplement, encore par rapport à cette consommation du foncier, face au développement urbain, vous voyez en rouge, là, depuis 1982 à 2012, énormément de terres qui ont été consommées. Donc c'est à peu près 43% il y a eu une diminution dans cette période de 43% des terres agricoles. Et on est passé en 20 ans de 2700 à 1900 hectares, soit une consommation d'environ 900 hectares, ce qui est en 20 ans, ce qui correspond à peu près à la taille du bois de Vincennes. Donc vous voyez, on a perdu l'équivalent du bois de Vincennes en 20 ans. Donc ça interroge, ça pose question, puisque, comme je viens de le dire, cette agriculture, ces sols poreux, on en a besoin. Alors, juste un petit graphique pour vous montrer un peu l'état entre extension et recyclage. Je vous ai parlé de cette extension du développement urbain et cette consommation du foncier. Pour autant, depuis entre 2008 et 2012, ce petit graphique montre que quand même dans le Val-de-Marne, il y a des efforts qui ont été faits et on est plutôt dans une dynamique de recyclage. Alors qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'extension ? Plutôt que de consommer des terres agricoles,
plutôt que de s'étaler, on reconstruit la ville sur la ville, parce que voilà, la ville, on a énormément de friches aussi sur nos territoires, des friches commerciales, des friches industrielles, donc on peut recycler et voilà. Donc c'est quand même plutôt positif malgré tout. Et bien évidemment, en grande couronne, puisqu'on a beaucoup plus d'espace, on a une plus grande tendance à s'étaler. Alors voilà quelques chiffres. Dans le Val-de-Marne, qu'est-ce qui reste ? 1090 hectares exactement. Ces chiffres ont été calculés à partir d'une moyenne qui est établie entre le mode d'occupation des sols et le registre parcellaire graphique. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Vous voyez que dans la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire la petite couronne parisienne, il reste quand même 1823 hectares. Ce qui est en fait pas grand-chose finalement. C'est le bois de Vincennes et le bois de Boulogne, grosso modo, et encore même pas, un peu moins. Donc l'essentiel, plus de la moitié, se situe dans le Val-de-Marne et l'autre moitié, essentiellement, enfin une petite moitié, en Seine-Saint-Denis. Mais la différence avec la Seine-Saint-Denis, c'est que on a un émiettage des terres qui restent en Seine-Saint-Denis, donc des toutes petites parcelles. Et avec une partie plutôt proche de l'aéroport de Roissy, en plaine de France, où là on a 500 hectares, mais sinon c'est vraiment un tout petit émiettage. Alors que dans le Val-de-Marne, donc on a une partie qui se situe autour de l'aéroport d'Orly, donc il s'agit de la plaine de Montjean. On a également le parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Et l'essentiel, le reste, se situe au sud-est du département, donc sur le territoire de Grand Paris Sud-Est Avenir, qui forme avec l'arc boisé de la forêt Notre-Dame un ensemble agricole, naturel et forestier de plus de 3000 hectares. Et c'est là où je rejoins ce que disait en introduction Lia Marcondes, c'est que si proche du centre d'une capitale, c'est complètement inédit. En fait, en Occident, donc si on compare les grandes capitales, que ce soit en Asie ou même aux États-Unis et ailleurs en Europe, il n'y a pas de région capitale qui possède une agriculture aussi proche de son centre urbain, et donc ce qui fait vraiment une caractéristique très particulière du Val-de-Marne, et en particulier donc pour Grand Paris Sud-Est Avenir qui possède l'essentiel de ces terres. Bon, là, je vous montre simplement encore quelques exemples du phénomène de la périurbanisation. Donc là, le Plessis-Trévise, la vallée du Morbihan avec la Queue-en-Brie. On voit que cette agriculture, malgré tout, donc je vous ai parlé de cet arc boisé, certes, mais en même temps, quand on zoome, on voit que c'est une agriculture qui est extrêmement contrainte. Vous voyez qu'il n'y a pas, pendant des années, on ne s'est pas forcément posé la question de continuité, on ne s'est pas forcément posé la question de la fonctionnalité de ces espaces pour les agriculteurs. Et petit à petit, l'urbanisation a gagné et a fractionné, morcelé cette agriculture. Alors voilà, forcément, ça crée une agriculture qui est très vulnérable aujourd'hui. Donc ça, c'est certes, il en existe encore quelques hectares, mais très fragile aujourd'hui. D'où l'importance de se saisir mais il y a encore plein de choses à faire à l'avenir, donc c'est important d'avoir conscience de ça. On voit que les territoires sont de plus en plus enclavés, donc Noiseau ici dans la vallée du Morbihan, mais il en est de même pour Rungis. Vous voyez la photo de droite avec la plaine de Montjean si proche de l'aéroport d'Orly, de grandes zones d'activité. Alors, on peut le voir sous forme de contrainte, mais c'est aussi un atout, d'une certaine manière, qu'il reste encore des terres
proche du mine de Rungis. Donc vous voyez en haut à droite de la photo, c'est le marché international de Rungis, dans lequel il y a le carreau des producteurs. Et donc la plaine de Montjean, finalement, c'est aussi une vitrine de cette agriculture de proximité, de cette agriculture francilienne. Enfin, je dirais francilienne, plutôt... voilà, cette agriculture val-de-marnaise. Quelques photos quand même pour vous montrer toujours ces contraintes. Voilà, ces paysages, vous voyez, où on côtoie, où l'urbanisation, enfin ce tissu pavillonnaire côtoie cette agriculture, et en même temps, on voit qu'il y a quand même assez peu de liens avec ces pavillons qui sont avec des murs aveugles, une haie de tuyas. Quel est le rapport entre l'agriculture et l'urbanisation? Peu de choses. Et pourtant, ce sont des paysages de qualité, des grands espaces ouverts. Mais aujourd'hui, on réfléchit, on construit plus de cette façon-là. Mais en tout cas, voilà, c'était une certaine époque. Donc ici, Ponto-Combo, la queue en brie. Vous voyez en fond le centre commercial de Ponto-Combo. Donc cette agriculture qui côtoie de façon assez frontale l'urbanisation. Alors vous allez voir que c'est pas le cas partout, hein. Je vous montre là les contraintes, cette vulnérabilité, ce rapport un peu dur où aujourd'hui on aurait envie de faire mieux. Ici vous voyez la lisière bâtie de la ville de Noiseau, ce rapport avec l'agriculture. Hein, donc voilà, ce sont des bâtiments commerciaux, supermarchés, etc. Ici, vous avez toujours à Noiseau une station essence avec un parking. Là aussi, on peut s'interroger sur l'implantation d'une station essence avec du gasoil à côté des cultures. Et puis, vous voyez ici toutes les difficultés qu'on peut avoir pour les agriculteurs, hein, entre cette façon d'avoir construit à une certaine époque sans avoir intégré, associé les agriculteurs. Parce que certes, l'agriculture, on en parle, c'est un paysage à voir en tant que citadin, mais c'est surtout une économie, c'est surtout des gens qui travaillent. L'agriculture, c'est avant tout des entrepreneurs, des agriculteurs, et qui ont besoin de circuler, de se déplacer, malgré toutes ces contraintes que présente la ville. Et donc, ça pose question aujourd'hui. Comment est-ce qu'on intègre, comment est-ce qu'on construit le Val-de-Marne de demain, la ville de demain, avec les agriculteurs, en intégrant, ça nous amène à imaginer, à être plus créatifs, à inventer une autre manière d'aménager nos rues, nos voies de circulation, les ponts. Et puis, vous voyez aussi qu'il y a un travail de sensibilisation des citadins, d'une certaine partie de la population au respect des cultures. En bas à droite, donc un dépôt sauvage sur les terres. Donc, les agriculteurs, ils sont confrontés à toutes ces difficultés. Et voilà, donc ça, ce sont les effets un peu d'une certaine époque où on a construit, développé notre territoire sans intégrer cette fonctionnalité, sans intégrer l'agriculture. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a des pénétrantes agricoles qui sont de plus en plus menacées, c'est de plus en plus compliqué. Et pour les agriculteurs, on a besoin de cette fluidité, ne serait-ce que pour la circulation des camions, pour la livraison des produits, bien entendu. Hein, on cultive à un endroit, mais il faut bien déplacer les produits du point A au point B, du champ jusqu'au lieu de distribution. Donc ça pose question. Donc plus les espaces sont morcelés, plus
plus c'est compliqué. Voilà, donc il y a, et puis aussi d'un point de vue de la biodiversité, d'un point de vue, voilà, pour d'autres raisons, on a aussi besoin de garder ces continuités entre ces grands espaces agricoles. Voilà. En même temps, comme je le disais, cette agriculture, c'est aussi un paysage identitaire. Donc, vous voyez des grands espaces de grande qualité. Je vous ai montré plein d'espaces très contraints, compliqués, mais c'est aussi des paysages vraiment de ressourcement. Voilà, un rapport beaucoup plus apaisé avec l'urbanisation. C'est aussi les sentiers agricoles du plateau Briard. Donc ça, c'est aussi une manière d'intégrer les citadins au cœur des cultures. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Donc il y a sur le plateau Briard. Donc dans les années 70, le maire de l'époque avait été un peu visionnaire. Il y avait eu tout un remembrement et où l'idée c'était d'intégrer dans les terres agricoles des cheminements pour que les citadins s'approprient ces paysages et puissent d'ailleurs à l'avenir mieux défendre aussi ces paysages agricoles. Bon, voilà, ici la plaine de Montjean, aussi ces grands espaces. Donc on a pu voir en photo aérienne des espaces assez contraints de la plaine de Montjean et en même temps, quand on est sur place, on a aussi ce rapport au grand paysage, ces grands espaces ouverts. Il en est de même aussi à Vitry-sur-Seine avec le parc des Lilas. Donc voilà, tous ces espaces sont de grande qualité. Voilà, donc j'ai déjà parlé des attentes sociales très fortes, mais l'agriculture, c'est à la fois ces grands paysages, mais c'est aussi le marché, c'est aussi des fermes pédagogiques, c'est ce rapport à la production qu'on peut avoir à proximité de chez nous. Ça existe déjà dans le Val-de-Marne. Et l'agriculture, c'est aussi un sol extrêmement riche en Île-de-France. Donc là, c'est pas seulement dans le Val-de-Marne, mais en Île-de-France, on possède les terres les plus riches d'Europe, voire les plus riches au monde. Donc le sol, donc ce sont des sols limoneux qui sont extrêmement riches et rentables. Et ça pose d'autant plus la question de quand on construit. Si on construit sur ces sols, on détruit des dizaines de milliers d'années de sols extrêmement riches, qui mettraient plusieurs dizaines de milliers d'années à se reconstituer. Donc, on n'a pas besoin d'engrais, on n'a pas besoin de pesticides, puisque ces sols permettent déjà, sont d'une telle richesse exceptionnelle qu'il est très important de les préserver. Donc, riches pour la production, riche en termes de biodiversité et riche aussi en termes de capacité à absorber les eaux de ruissellement, donc les risques d'inondation. Parce qu'effectivement, plus on bétonne le sol, c'est un peu le principe de l'éponge, plus si on coupe l'éponge en deux, elle va moins absorber que si elle était entière. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Donc d'où l'importance dans nos réflexions, dans la manière de construire, de préserver, en tout cas d'avoir en tête la qualité des sols. Alors, je vous ai parlé effectivement de ce sol, de ce rapport à l'urbanisation. Donc, qu'est-ce que c'est quand même cette agriculture dans le Val-de-Marne? Donc, le maraîchage et l'horticulture sont une des spécificités du Val-de-Marne. Donc, comme je le disais, depuis très longtemps, l'Île-de-France était extrêmement diversifiée, mais aujourd'hui, 2018, la grande couronne parisienne est spécialisée essentiellement en grande culture. Donc, voilà, pour la moitié du blé qui est cultivé part à l'export. Et pardon, j'entends pas. Subventionné, bon, ça c'est encore. Je rentrerai pas sur les questions économiques, c'est moins mon domaine.
Mais simplement pour vous dire que dans le Val-de-Marne, depuis longtemps, historiquement, le maraîchage et l'horticulture perdurent finalement sur ce territoire, et c'est une des caractéristiques particulières du Val-de-Marne. Donc vous connaissez la roseraie là, et les roses, donc la forcerie, il y avait de nombreuses forceries des lilas, donc c'est pour ça d'où le nom Parc des Lilas. L'orchidée, on cultive l'orchidée essentiellement à Boissy, Saint-Léger. Donc l'horticulture, c'est une des spécificités, mais qui, bien sûr, depuis quelques décennies, on fait face à la concurrence internationale, notamment la Hollande et l'Espagne, qui concurrencent énormément l'Île-de-France, d'où le déclin aujourd'hui de cette particularité autour de l'horticulture. Et puis le maraîchage qui est toujours présent, malgré, alors vous allez le voir, là je vais passer un petit peu, vous voyez les pommes, enfin tout ça, correspond à vous voyez un peu les petits symboles. Donc on a essentiellement là où on a essentiellement donc du maraîchage, mais en même temps vous voyez qu'il y a au sud-est encore de la grande culture. Et alors ce qui est assez surprenant, c'est que finalement la grande culture représente 700 hectares. Donc là, c'est un exemple. J'ai fait un petit focus sur Grand Paris Sud-Est Avenir. Je ne suis pas à l'échelle du Val-de-Marne, mais vous voyez que la grande culture, sur les 2200 hectares en métropole, il y a 1500 hectares de grande culture, et dont presque la moitié sur GPSEA. Alors pourquoi ce chiffre, alors que je vous parle de que le maraîchage et l'horticulture sont une spécificité? Vous voyez que les surfaces sont un peu en contradiction. On n'a que 20% des surfaces. Enfin, le maraîchage et l'horticulture représentent que 7,5% des surfaces agricoles de la métropole. Et moins de 20% des surfaces de Grand Paris Sud-Est Avenir. C'est tout simplement que la grande culture représente sur le territoire seulement 5 exploitants, alors que le maraîchage emploie beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'exploitants, parce que la taille des cultures est la taille des exploitations est beaucoup plus petite. Donc ce qui fait que ça représente, en termes d'emploi, en termes de nombre d'exploitations, on a un chiffre beaucoup plus important. Et la grande culture, s'il y a un exploitant qui s'en va demain en grande culture, il va libérer plusieurs centaines d'hectares d'un coup. Donc c'est pour ça que et une partie de ces exploitants, d'ici 10 ans, vont partir à la retraite. Donc c'est une vraie question aujourd'hui qu'on peut se poser. D'une part, faut-il remplacer la grande culture par la grande culture demain, alors que la grande culture a besoin donc de taille d'exploitation très importante, et le Val-de-Marne, on est dans des espaces très contraints avec l'urbanisation, et sans doute que le maraîchage et l'horticulture sont mieux adaptés par leur petite taille d'exploitation à toutes les contraintes que représente la ville. Voilà. Alors, donc, face à tout ça, je vous dis, on a encore un peu plus de 1000 hectares, 1100 hectares à peu près dans le Val-de-Marne. Ça vaut le coup de les préserver. Donc aujourd'hui, c'est une vraie volonté qui est partagée, comme je le disais, à différents échelons du territoire francilien, que ce soit au niveau de la région, au niveau de la métropole, du département, de Grand Paris Sud-Est Avenir, mais aussi de Grand Orly-Seine-Bièvre, le territoire du côté de la vallée de la Bièvre et de la plaine de Montjean.
voilà, donc il y a des projets qui sont en cours, donc à la fois il y a c'est une vraie réflexion qui est en cours aujourd'hui pour savoir comment à la fois construire, répondre à ces 70 000 logements à construire par an et en même temps préserver ces terres. Donc c'est pas si simple, c'est un vrai défi pour demain, mais voilà. Alors je voulais quand même vous montrer 2 projets d'aménagement dans le Val-de-Marne qui favorisent ces liens entre ville et agriculture, plutôt des exemples positifs. D'une part, à Vitry-sur-Seine, le projet du quartier du Coteau. En fait, depuis très longtemps, le coteau de Vitry était un coteau cultivé. Aujourd'hui, la ville de Vitry a cette volonté de préserver les cœurs d'îlots. Vous voyez sur la photo en haut à droite cet état existant où on voit encore les traces du parcellaire en lanière, ce parcellaire en lanière qui se traduit à nouveau dans le quartier du Coteau, dans cette volonté de préserver ce parcellaire en lanière. Donc on a encore ce quartier construit un peu sur l'empreinte de ce parcellaire agricole. Donc certes, il n'y a plus de culture, mais on en a préservé les traces. Et puis également la plaine de Montjean, qui depuis très longtemps était une plaine agricole. Aujourd'hui, à la fois la région, le département, et puis l'établissement public Orly-Rungis-Seine-Amont, donc à différents échelons, la ville de Rungis bien sûr, a cette volonté de préserver cette plaine. Alors pourquoi aujourd'hui il y a un projet? Simplement parce que l'ensemble de la plaine, qui correspond à peu près à 200 hectares, était en grande culture, en terre céréalière jusqu'à présent. L'exploitant est parti à la retraite récemment et donc 200 hectares se sont libérés rapidement et donc se poser la question, qu'est-ce qu'on fait, quel projet pour ces 200 hectares. Donc comme je vous le disais, la grande culture étant peu adaptée, il y a eu ce choix d'opter pour le maraîchage. Alors on ne passe pas comme ça du jour au lendemain d'une terre dont le sol est très spécifique pour la grande culture. Mais bon, il y a toute une adaptation du sol pour passer de la grande culture au maraîchage. Mais évidemment, l'avenir, ça se prépare, ça s'anticipe. Donc là, c'est un projet qui est en cours. Et vous voyez, les petits alignements un peu verts correspondent à la fois aux limites des futures parcelles exploitées, mais aussi à des cheminements, un peu en référence à ces cheminements du plateau Briard. Donc l'idée de valoriser, de pouvoir pratiquer en tant que citadin, de pouvoir profiter de ces paysages agricoles. Et parce que aussi, plus on urbanise, plus il est difficile d'imaginer de développer des grands parcs aujourd'hui. Et l'agriculture, je faisais référence au bois de Vincennes, bois de Boulogne, et c'est à peu près l'équivalent qu'on a en surface dans le Val-de-Marne. Eh bien, aujourd'hui, on n'a plus les moyens de construire des parcs qui feraient 200 hectares. Donc l'idée, c'est de faire de ces terres agricoles des grands parcs agricoles, des grands parcs aussi, qui soient évidemment de nouvelles formes de parcs publics où bien évidemment on ne va pas courir au milieu des champs, mais on va s'approprier plusieurs centaines de paysages visuels. En revanche, cette appropriation, elle va être surtout effectivement visuelle, mais aussi par le cheminement et pas forcément par l'appropriation de l'ensemble des espaces. Donc ce projet La Plaine de Montjean est en cours, notamment avec des réflexions avec la ferme du Bec et Loin
que si vous avez vu le film Demain, on les voit dans le film. Donc, qui réfléchissent à une manière plus vertueuse de cultiver, notamment avec une forme d'économie d'eau, parce que la nappe phréatique étant le niveau de la nappe phréatique étant assez faible, l'idée c'est évidemment de faire des économies d'eau dans une nouvelle manière de cultiver. Je vais passer un petit peu plus vite. Toujours dans cette plaine de Montjean, il y a également un projet d'agroquartier. Alors, vous avez vu tout à l'heure des photos de la Queue-en-Brie où on voyait du tissu pavillonnaire avec des murs aveugles. Eh bien là, au contraire, dans cette façon de construire, c'est vraiment d'être en harmonie, en dialogue, en lien direct avec cette agriculture, et donc de construire le quartier en faisant rentrer presque l'agriculture au cœur du quartier. Alors, évidemment, les agriculteurs ne vont pas venir cultiver au pied des bâtiments, mais c'est simplement un jeu visuel entre les espaces collectifs, publics, et puis ensuite les exploitations agricoles, avec des jardins partagés qui vont se situer en lisière de ces exploitations. Donc, vous voyez qu'on a, dans ces perspectives d'avenir, il y a des projets qui sont très positifs dans cette manière de construire et de dialoguer et de valoriser l'agriculture dans notre tissu urbain, dans notre développement urbain. Voilà. Et puis là, je vais laisser la parole à Séverine, Séverine Coupaille, qui va donc nous parler aussi des démarches du département. Bonsoir à tous. L'idée, c'est un peu d'illustrer un peu les propos d'Anne autour des enjeux qui se posent aujourd'hui en matière d'agriculture en Val-de-Marne. On voit que ce sont des enjeux qui sont souvent très diversifiés et pas forcément faciles à concilier. Des usages aussi et des attentes qui sont différentes, qu'on se place du point de vue des professionnels de l'agriculture, des habitants, des collectivités. Donc c'est un peu par des exemples concrets, voir comment des collectivités, donc comme le conseil départemental, comme l'établissement public territorial GPSEA aussi y réfléchit aujourd'hui. Voilà, comment on peut travailler de façon concertée pour permettre aujourd'hui de pérenniser ces espaces et ces activités agricoles, et puis voire même de les développer pour répondre aux attentes qui sont nombreuses sur ces sujets. Voilà, donc on avait, dans le cadre du département du Val-de-Marne, on a une politique en matière d'agriculture qu'on développe depuis une vingtaine d'années, avec l'idée à la fois de préserver les espaces agricoles, de soutenir le développement d'un maraîchage respectueux de l'environnement, puisque comme Anne l'a bien précisé, ça nous semble être un type d'agriculture qui est plus adapté aux enjeux et aux contraintes d'un espace très urbanisé comme le nôtre. Mais on verra aussi qu'il y a d'autres types d'agriculture sur lesquels on peut travailler et qu'on peut accompagner. Et puis aussi comment on peut valoriser ce patrimoine, parce que c'est aussi des savoir-faire, une culture qu'il est important de faire vivre et de faire connaître aux habitants. Donc on a travaillé depuis donc une vingtaine d'années en soutenant des projets d'investissement de nos agriculteurs, en travaillant aussi avec des acteurs associatifs qui sont peut-être sur une agriculture qui est moins productive, mais qui utilisent aussi le support de l'agriculture comme un support d'insertion sociale, d'insertion professionnelle ou de lien social. Et puis en travaillant à l'installation d'activités agricoles sur du foncier départemental, et ça on verra des exemples concrets ensemble. Donc on a vu un peu à travers l'ensemble des enjeux qu'a soulevé Anne qu'aujourd'hui on a besoin de retravailler un peu nos façons d'intervenir, nous les collectivités, parce que certes on a le souci de pérenniser ces espaces agricoles, mais on est aussi confronté à des enjeux en termes de besoins d'aménagement, de besoins de construction de logements. Donc comment on peut concilier ces différents enjeux, comment répondre à l'attente des habitants pour avoir accès à des espaces ouverts, à une alimentation de proximité et de qualité. Et puis on a un paysage institutionnel qui est très mouvant, et du coup, comment on peut s'adapter à ces questions-là. Et donc, on avait mis en place, et on y a notamment travaillé avec Anne, un ensemble de rencontres de l'agriculture où on a invité les habitants, l'ensemble des acteurs des collectivités pour réfléchir ensemble sur ces questions-là.
Voilà, je voulais partager avec vous un peu deux exemples qu'on va vous inviter de toute façon à découvrir. Alors l'un dans le cadre des visites de l'UPET sur lesquelles Lia reviendra tout à l'heure, et puis le parc des Lilas. De toute façon, c'est deux espaces qui sont ouverts à tous à tout moment, donc et qui sont très, très agréables et qu'on vous invite voilà, à visiter quand vous le souhaitez. Donc la Plaine des Bordes, c'est un espace une propriété que le département a racheté dans les années 80, qui est à Chennevières-sur-Marne, et qui fait 52 hectares et qui avait une ancienne vocation agricole. Et puis, les personnes qui menaient à bien cette activité ont arrêté leur activité. Et puis, le terrain était resté en friche. Le département s'en est porté acquéreur avec l'idée de pouvoir pérenniser la vocation agricole de ces terres. Pour cela, on a fait tout un travail de diagnostic participatif avec les habitants, avec les associations locales. Et puis, on a travaillé à une charte et un appel à projet qui s'appelait Une terre pour apprendre, pour que des collectifs d'habitants, des associations, des professionnels de l'agriculture puissent proposer des projets et s'installer sur cet espace, avec la volonté qui est vraiment un lien fort avec les habitants, puisqu'on est à Chennevières-sur-Marne, mais comme vous le voyez sur la carte, on est aussi à proximité de la Queue-en-Brie, du Plessis-Trévise, et puis de Champigny-sur-Marne, et notamment du quartier du Bois-l'Abbé, qui est à cheval sur Chennevières et sur Champigny, et qui est un quartier très, très urbanisé. Donc il y a cet espace-là, il peut concerner un nombre d'habitants très important. Donc, depuis 2010, on a pu permettre l'installation d'un certain nombre d'acteurs sur ce site. D'abord, il y a un parc départemental, donc il y a un parc vraiment de loisirs, accès à tous et aux familles, et qui accueille aussi des ânes en pâturage, puisque nous avons accueilli une exploitation d'élevage d'ânesses bio, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a 2 structures d'élevage en Val-de-Marne. Donc cet élevage d'ânesse bio, l'élevage d'ânesse qui est surtout utilisé pour la préparation de cosmétiques avec ce lait d'ânesse, et puis qui accueille beaucoup de scolaires aussi sur son exploitation. Et puis on a aussi, là c'est hors de la plaine, mais on a une éleveuse de poules qui s'est installée à Mandres-les-Roses, un élevage de poules bio aussi. Donc on a une diversification, mine de rien, sur le Val-de-Marne, avec de nouvelles activités, de nouveaux types de façons de faire aussi qui se développent, et que nous, les collectivités, nous pouvons accompagner. Donc on a aussi des jardins familiaux et des jardins collectifs et partagés qui se sont installés, donc là qui sont plus à vocation récréative, collective, qui est portée par des bénévoles. On a une association qui s'appelle les Abeilles des Bordes, qui fait de l'apiculture, et puis un chantier d'insertion qui est porté par Valbio Île-de-France, qui a fait du maraîchage bio, je le détaillerai un petit peu plus loin, et un projet de poney club qui devrait commencer à s'installer cette année. Alors l'ensemble, vous voyez, c'est des activités soit directement agricoles, soit qui ont un lien avec l'agriculture, et qui, pour certaines, sont vraiment des activités professionnelles, pour d'autres qui sont des activités plutôt portées par des bénévoles et par des habitants. Et l'idée, c'est un peu de voir comment ces acteurs peuvent travailler ensemble. Et donc une association s'est créée, les Robins des Bordes, qui permet de fédérer ces acteurs-là et de donner accès à la plaine, à la richesse de ces activités, de ces espaces, au plus grand nombre d'habitants, avec des activités qui sont proposées, des animations. Parce qu'en fait, quand on parlait tout à l'heure des contraintes, des différentes attentes et usages, eh bien, il y a besoin aussi d'avoir un dialogue entre les acteurs de l'agriculture et les habitants, pour que la conciliation de ces usages puisse se faire au mieux. Par exemple, comme quand Valbio s'est installé sur la Plaine des Bordes, le fait que des grandes serres s'installent, ça a pu étonner, voire un petit peu froisser certains habitants, parce que quand on parle agriculture, on peut penser à des grands champs de blé, mais c'est aussi d'autres types de paysages, notamment des serres. Et quand on souhaite pouvoir s'approvisionner en proximité par une alimentation, du maraîchage de proximité, ça veut dire aussi d'autres types d'installations, et c'est pouvoir engager ce dialogue et que ces différents usages puissent être acceptés. Voilà. Et donc Valbio aujourd'hui, par exemple, ce sont aussi des activités qui sont créatrices d'emplois. Donc c'est une structure qui a un agrément chantier d'insertion, qui peut permettre, par ces activités de maraîchage bio, de permettre à des Val-de-Marnais qui sont éloignés d'emploi de retrouver une activité professionnelle, de se former et de pouvoir ensuite reprendre une activité pérenne. Et donc aujourd'hui, on a 25 postes en insertion et 7 postes permanents qui se sont créés sur cette activité. Donc c'est aussi des activités qui sont créatrices d'emplois.
et puis qui répondent à une demande d'alimentation en circuit court, avec un système de livraison de paniers en point relais. Mais c'est vrai que la grande majorité de nos maraîchers en Val-de-Marne sont déjà dans une démarche de circuit court, parce que pour la plupart, ils commercialisent leur production sur les marchés val-de-marnais ou parisiens. Voilà, le deuxième site, c'est le Parc des Lilas qu'a présenté brièvement Anne, qui est donc sur le plateau de Vitry-sur-Seine, qui représente environ 100 hectares et qui du coup est aussi un terrain départemental sur lequel on a permis de pérenniser des activités agricoles qui étaient déjà présentes et de faciliter l'installation de nouveaux acteurs sur le site. Donc c'est un site qui est un peu particulier parce qu'en fait il est situé sur une carrière de gypse, ce qui a pour conséquence des contraintes, parce qu'en termes d'aménagement, c'est compliqué. D'ailleurs, une partie du site n'est pas accessible au public, mais qui, d'une certaine manière, a garanti la vocation agricole de ce site, puisqu'on ne peut pas y faire de construction. Donc l'idée du département, c'était d'en faire un grand espace ouvert en milieu très urbain, un espace de loisirs, et aussi d'y pérenniser l'activité agricole du site. Donc il y a eu tout un projet d'aménagement que va pouvoir aussi un petit peu présenter Anne pour en fait concilier les traces du passé agricole de ce site, favoriser l'activité agricole dans de bonnes conditions, et puis favoriser le lien, encore une fois, avec les habitants. Si tu veux peut-être prendre un peu la parole, je reprendrai après. Juste quelques mots. Vous voyez la carte du parcellaire. Donc c'est le parcellaire agricole qui existait depuis très longtemps. Donc ce parcellaire en lanière très, très spécifique du plateau de Vitry. Et en 1988, le paysagiste Michel Corajou a proposé donc pour le département la conception d'un parc, c'est-à-dire, puisqu'il y avait cette volonté de créer un parc, de concevoir le parc à partir de ce dessin du parcellaire, et que ce dessin du parcellaire est l'occasion aussi de définir les usages entre des parcelles encore exploitées, des parcelles publiques, des parcelles de jardins familiaux, etc. Donc tout un patchwork d'usages qui vont venir s'insérer dans ce parcellaire agricole. Donc là aussi, ce lien entre ville, agriculture, entre une manière d'urbaniser, là on est dans en fait un espace assez hybride qui est toujours assez contemporain aujourd'hui dans la démarche. Oui, ce sont des terres agricoles, on cultive, mais aussi il y a des espaces de loisirs. Et finalement, ce parc, il n'est pas comme un parc conventionnel où on mettrait de la pelouse et des grands arbres, mais au contraire, il vient s'insérer, en tout cas, dans ce parcellaire agricole que Michel Corajou a défini à partir de plusieurs échelles. Définir aussi, vous voyez, ces images dans la manière de cultiver, les chemins pour cheminer, donc à l'image de ce paysage agricole. On le voit également ici dans les cultures, donc à la fois ce sont des cultures, des arbres fruitiers, et en même temps des espaces de cheminement, de déambulation. Ce parcellaire agricole, il est aussi visible dans les dispositifs de clôture, avec une caractéristique particulière où ces clôtures en bois sont à évocation agricole. Donc là, il y a tout ce vocabulaire agricole qui est repris dans la conception du parc. Donc c'est un petit peu comme l'agroquartier que je vous ai montré tout à l'heure. Ce sont des façons un peu hybrides, un peu de concevoir nos espaces publics, de concilier à la fois ces espaces de production et des espaces publics. Donc ici encore des cheminements publics entre deux parcelles privées ou cultivées. Voilà.
Donc du coup, sur ce site, on trouve aussi donc, des acteurs très diversifiés. Donc aujourd'hui, il reste trois horticulteurs sur le site, 2 maraîchers bio. Donc là, c'est pareil, on travaille au renouvellement. Là, il y a un maraîcher qui va partir à la retraite prochainement. Donc on travaille à un appel à projet. On fait bien sûr attention au type d'agriculture qui va s'y développer. Et notamment, on est sur des espaces naturels sensibles. Donc en matière environnementale, on a de fortes attentes. Aussi parce qu'un département comme le nôtre a la compétence aujourd'hui eau et assainissement, et donc en termes de rejet dans les eaux, on a tout intérêt, au-delà aussi de la santé de nos concitoyens, à ce que l'agriculture qui se développe localement soit la plus vertueuse possible. On a une association qui fait de la production maraîchère sous forme d'AMAP qui s'appelle Planète Lila, et puis des activités qui sont associatives, des jardins familiaux, de l'éco-pâturage, parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'agriculture urbaine dans laquelle on inclut à la fois ces activités traditionnelles en milieu urbain, mais aussi des activités à vocation plus récréationnelle et productive qui, pour nos concitoyens, peuvent être aussi un complément en matière d'alimentation. Et tout ce site, il vit aussi parce que ces acteurs, ils sont impliqués pour faire vivre le site, pour créer du lien, de la pédagogie avec les habitants, et pour participer à des animations, pour faire vivre aussi ce lien aux habitants, ce patrimoine agricole en Val-de-Marne. Puis je voulais terminer par un dernier exemple, parce que pour qu'on puisse travailler à la pérennisation de l'agriculture en Val-de-Marne, ces activités, comme on l'a précisé tout à l'heure, ce sont avant tout des activités économiques, et des collectivités comme la nôtre, elles ont aussi un rôle à jouer en tant qu'acteurs économiques et par notre rôle d'acheteur. Et notamment dans nos services, un département comme le nôtre a la responsabilité de 104 collèges, et donc de services de restauration dans ces 104 collèges. Et donc, on peut avoir un rôle à jouer, notamment dans l'approvisionnement et comment on s'approvisionne pour les assiettes de nos collégiens. Donc, on avait eu tout un travail de réflexion avec nos collègues de la direction des collèges sur la pause méridienne, avec tout un travail de concertation qui avait permis d'aboutir à une charte de la restauration dans les collèges avec un certain nombre d'engagements pour aller vers un plus fort approvisionnement de produits en proximité et bio ou bio. Et donc du coup, il y a eu tout un travail, parce que ce sont des grands principes, mais ce n'est pas si simple à mettre en place. Donc tout un travail pour faire en sorte que les collèges puissent se regrouper pour faire des commandes groupées. Tout un travail aussi de réflexion sur nos marchés pour avoir des plus petits marchés qui soient accessibles à de plus petites structures et pas seulement à des gros groupes industriels. Et du coup, ça a donné lieu au fait qu'un groupement d'agriculteurs biologiques d'Île-de-France ait pu remporter deux marchés sur des légumes et des fruits bio. Et du coup, nous, collectivités, on a aussi ce rôle à jouer en disant, en achetant bio, on permet à des agriculteurs locaux d'avoir des débouchés, une visibilité sur les débouchés de leur production. Et puis, c'est un signal aussi pour nos agriculteurs en disant, notamment le bio, ça peut être des débouchés intéressants, ça peut être intéressant de se poser la question de se convertir. Et puis, ça nous permet, nous, puisqu'on est aussi devenus sociétaires d'une société coopérative d'intérêt collectif qui regroupe des agriculteurs bio en Île-de-France, ça nous permet, nous, de faire une remontée à ces agriculteurs des besoins d'une collectivité comme la nôtre et comment on peut faire pour travailler ensemble à ce qu'on ait une agriculture qui réponde aux besoins et tout en restant bien sûr dans des contraintes budgétaires importantes. Donc voilà, c'est en y travaillant ensemble et en agissant sur toute la chaîne depuis l'installation, faciliter l'installation d'agriculteurs sur des terrains en Val-de-Marne. Avoir une politique aussi d'accompagnement financier quand on le peut, et jusqu'à notre politique d'achat, mais c'est à travers un peu tous ces leviers-là qu'on peut travailler à la pérennisation, voire au développement de l'agriculture en Val-de-Marne.
Merci beaucoup pour ces présentations très intéressantes. Je pense qu'on aurait beaucoup de questions à poser. Ce serait très intéressant pour nous de découvrir, par exemple, qu'est-ce qu'un espace naturel sensible. Mais je ne vais pas demander à Séverine de le développer, puisque nous aurons l'opportunité de le faire sur le terrain de la plaine des Bordes que nous allons visiter samedi 24. Je vous recommande de venir en botte, parce qu'il y aura encore de la boue. Mais nous aurons aussi les collègues d'un autre service qui est le service des parcs des espaces verts. On a une collègue qui est dans la salle, donc ils vont nous présenter en détail cette partie de la plaine des Bordes que Séverine a montrée, qui est la partie des parcs, mais qui est la totalité de la plaine des Bordes, puisque c'est un projet de la totalité du terrain qui a été dévolu au maintien de l'agriculture. Donc on va voir tous les acteurs qui ont contribué à créer cet espace, et bien sûr tous les acteurs qui sont venus régulièrement aux conférences. Et aujourd'hui, pour la première fois, j'en vois aucun. Il y avait l'Azinerie qui a été présente à toutes ces conférences, les Robins des Bordes qui ont été là pratiquement à toutes ces conférences, et aujourd'hui, exceptionnellement, ils ne sont plus là. Mais bon. Mais on a parlé d'eux. On a parlé d'eux, voilà. Et sinon, je pourrais peut-être demander alors à Grand Paris Sud-Est à venir, est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu la visite du 31 mars que nous allons faire sur le plateau Briard. Isabelle ? Oui, tout à fait. Merci. Oui, donc je suis Isabelle Bény de la direction du développement durable à Grand Paris Sud-Est Avenir. Et donc, nous vous donnons rendez-vous le 31 mars, samedi 31 mars à 15h à la Maison de la Nature de Périgny-sur-Yerres. Donc, je vous recommande d'aller voir sur Mappy, par exemple. Toujours en botte ? Voilà, toujours en botte, en impair, en tout ce qu'il faut. Et puis, donc, rendez-vous à la Maison de la Nature. Et ensuite, on empruntera ce fameux chemin agricole pour une petite partie. Et nous irons visiter à la fois une exploitation conventionnelle, du bio, et nous finirons la visite avec, chez Madame Bénard, à la ferme avicole de Mandres-les-Roses. Donc, grosso modo, prévoyez 3h, 3h30 de temps. Et puis ce sera une visite conviviale qui nous permettra de voir directement les différents modes de culture sur notre territoire. L'élevage donc de poules bio, dont a parlé Séverine, qui vient de s'installer, Madame Bénard. En 2016, oui. Voilà. Et Monsieur Lenoble qu'on a vu en photo, c'est la famille Lenoble, maraîcher traditionnel qu'on a vu en photo. Donc vous êtes préparés, vous connaissez à peu près les acteurs. Et on ira sur le terrain. Est-ce que vous avez... Alors, moi, j'avais une petite question, une petite curiosité, quand même, de présenter un petit peu le CAUE. Quel est le rôle de CAUE, des CAUE dans l'organisation des territoires, dans l'urbanisation ? Rapidement, parce qu'on n'a pas le temps de présenter. Les CAUE sont des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Il en existe un dans chaque département. Nous recevons des subventions du département pour apporter notamment du conseil aux collectivités, de l'accompagnement. Parfois pour les petites communes qui n'ont pas forcément toutes les compétences en interne, mais aussi les territoires pour apporter une vision prospective. Les CAUE ont une connaissance du territoire d'un point de vue l'architecture, l'urbanisme, l'environnement. Et donc l'idée, un des objectifs, donc c'est cet accompagnement dans cette vision prospective, mais aussi nous faisons des formations parfois pour les élus, mais aussi pour le grand public, les instructeurs de permis de construire. Il y a encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Les enseignants de collège et de lycée, on touche différents publics et on a ce rôle d'interface entre les services de l'État avec qui on travaille très étroitement, donc à la fois les ministères, le rapport entre les services de l'État et les collectivités, mais aussi entre les collectivités et les citoyens. Donc on se situe un peu à deux niveaux. Et voilà. Et puis notre travail est à réinventer aussi avec l'évolution des territoires. Parce qu'on a un complément. Et je me permets d'insister sur le fait que vous faites aussi du conseil aux particuliers. Oui, et ça, c'est du très conseil. important. Alors effectivement, en tant que paysagiste et urbaniste, j'en fais moins.
Je suis plutôt tournée vers les collectivités et les élus, mais effectivement, mes collègues architectes et chargés de mission info-énergie font du conseil pour les particuliers, donc à la fois pour comment faire des économies d'énergie, voilà, mais aussi on a un projet de rénovation, de réhabilitation d'un bâtiment ou de construction neuve. Le CAUE est là pour apporter du conseil, mais ne se substitue pas au rôle du concepteur. Et à tous les niveaux, on ne se substitue pas au rôle d'une agence d'architecture, à des concepteurs. Au contraire, on est là plutôt pour aider en amont, et côté collectivité, plutôt à aider à définir la commande, à redéfinir des commandes avant de lancer des concours. Mais voilà, une fois de plus, j'insiste, on ne fait pas le rôle, on ne dessine pas. Ce sont des bureaux d'études, au contraire, qu'on soutient, qu'on essaie de soutenir toute cette chaîne de la profession qui est importante. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Oui, j'allais poser une question. J'allais demander ce qu'étaient devenues les maisons de la nature et de l'environnement à Périgny. Mais madame a répondu parce que, étant ancien instituteur, j'ai pu bénéficier, il y a une vingtaine d'années, de séjours de classe dans cette maison, et qui était gérée à l'époque par Saint-Maur, Périgny et Le Perreux. Les communes s'étant désengagées les unes après les autres de ces structures, j'avais peur qu'elles n'existent plus. Mais je suis très content qu'elles reprennent vie. Et je pense que la visite du 30, c'est ça, ou du 31 ? Du 31 sera très instructive parce que j'en ai un très très bon souvenir. Les enfants découvraient les haies avec les oiseaux, les cerfs, les différentes cultures. C'était vraiment vraiment très très bien, et je suis content que cette structure ait repris vie. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne vois pas bien ce qui se passe. Non. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, moi, je vais poser une question à ma collègue, Séverine. Est-ce que, Séverine, tu pourrais nous décrire un petit peu quelles sont les compétences du département qui ont été transformées, ça ne fait pas très longtemps aussi, dans ce domaine? Eh bien, nous n'en avons pas directement. C'est voilà, on a le département, enfin les départements en général, n'ont pas la compétence en matière d'agriculture, mais nous pouvons agir. Nous pouvons agir d'une part parce que nous pouvons agir en termes d'aide économique si nous restons en cohérence avec la politique régionale. Donc ça nous est permis. Ça a été permis notamment pour que les départements ruraux puissent continuer à agir, mais les départements urbains comme le nôtre peuvent le faire. Et puis, nous, les départements, notre compétence principale, c'est avant tout une compétence sociale en termes de solidarité. Donc, nous pouvons agir sur les projets qui utilisent l'agriculture comme un support d'insertion, par exemple, comme on l'a vu dans le cas de Valbio Île-de-France, ou pour d'autres types d'associations qui agissent sur le territoire avec le support de l'agriculture. On peut utiliser notre compétence, comme on l'a vu, d'éducation pour travailler la question de l'alimentation. Donc, on peut tirer en fait plein de fils pour pouvoir agir en matière d'agriculture. Voilà, quand on échange avec nos collègues des routes, voilà, on a pour rôle aussi de leur faire prendre conscience des contraintes qu'évoquait Anne tout à l'heure, des contraintes que sont celles des agriculteurs, voilà, pour que ces contraintes-là soient prises en compte dans les projets d'aménagement. On a ainsi un rôle consultatif sur les plans locaux d'urbanisme, donc c'est à ce titre-là qu'on peut aussi, quand il y a des projets d'urbanisme qui ont un impact sur des terres ou des activités agricoles, on peut agir à ce sujet-là. Donc finalement, même si aujourd'hui, si on prend l'agriculture en termes de filière économique, c'est la région qui est compétente, mais le département, à travers d'autres compétences, peut tout à fait agir et avoir un rôle important. Y compris, en écoutant ta présentation, c'est sur les espaces verts. Et les espaces verts, bien sûr. Parce que voilà, c'est une particularité du département du Val-de-Marne d'avoir un nombre de parcs important. Et en termes de surface, ça a un rôle très important à jouer pour la qualité de vie des Val-de-Marnais. Et donc, on a vu qu'on a pu permettre
d'avoir des activités agricoles qui se coordonnent à une dimension plus récréative, de façon tout à fait intéressante. Mais c'est un travail, comme on l'a vu, qui se construit et reconstruit au fil du temps, mais que le département a fait le choix de faire. Juste pour ajouter, je dirais que les instances publiques ont bien sûr un rôle à jouer dans cette préservation de l'agriculture, mais aussi les citadins, vous, nous, tous, habitants, à la fois en tant que consommateurs, mais aussi dans notre manière d'habiter, parce que aujourd'hui, on a cette culture du pavillonnaire, du pavillon. On veut avoir sa maison, on veut aller plus loin pour habiter sa maison, mais en habitant dans une maison, eh bien, on consomme encore, on sera encore plus nombreux demain en Île-de-France, et si on ne sort pas de notre maison individuelle, on aura beaucoup de mal à préserver l'agriculture. Donc c'est changer notre imaginaire, changer notre manière d'habiter, et donc à ce niveau-là, on est tous responsables, dans cette préservation de l'agriculture. Oui, là-bas, il y a... attendez le micro pour qu'on puisse vous entendre. Bonsoir. Je voulais juste, vous parliez d'accompagnement au niveau de subventions éventuellement pour des mises en place de projets et autour des associations qui pouvaient accompagner là-dessus. Il y a des appels à projets concrets qui sont... Alors, il y a des, pour parler du département en tout cas, alors il y a des appels à projets quand des parcelles se libèrent. Là, par exemple, on a fait un appel à projet récemment qui concerne le site de la Pierrefitte à Villeneuve-le-Roi, où il y a un espace naturel et on avait le souhait de pouvoir de proposer qu'il soit développé une activité agricole. Donc là, par exemple, il y a eu un appel à projet pour que des porteurs de projets potentiels puissent se positionner. Ça va être le cas aussi sur le parc des Lilas, puisqu'il y a un maraîcher qui va partir à la retraite. Et du coup, c'est des appels qui sont publics pour, effectivement, et ouverts au plus grand nombre pour que des porteurs de projets puissent se positionner. Après, on peut agir, comme on l'a vu, auprès des maraîchers et des horticulteurs en termes de subventions quand ils ont des projets d'investissement, parce que là encore, on s'inscrit dans le cadre de la politique régionale et on vient en complément de dispositifs régionaux. Et puis, on intervient aussi pour des projets qui sont plus au titre de l'économie sociale et solidaire, donc des projets qui ont une activité économique, mais dont le but n'est pas uniquement économique, qui ont une vocation sociale notamment, et donc au titre de l'économie sociale et solidaire, on peut, et d'ailleurs de la politique climat, parce qu'on a un appel à projet en faveur du climat qui a récompensé aussi des projets de jardins partagés, d'agriculture urbaine. C'est des projets qu'on peut soutenir, tout à fait. D'accord. Donc on peut vous contacter directement. Oui, j'ai pas mis mes coordonnées, mais on peut. J'en profite. On peut y accéder par le site du département. Sur le site du département, vous trouverez. Les normalement sont publiés, sont accessibles sur le site. Tout à fait. Et sinon, je suis Séverine Coupaille et comme tous les personnes du conseil départemental, le mail c'est @valdemarne.fr. Bonsoir, je m'appelle Quentin Merlot, je suis de l'association Nature et Société de Créteil. Et donc ma question, elle porte un peu sur... on parle de l'agriculture urbaine et aussi du devenir aussi de l'agriculture en ville. Il y a la thématique de l'agriculture sur les toits qui n'a pas été abordée. Et j'aurais bien voulu savoir un peu votre avis par rapport à ça. Vous qui êtes au contact des professionnels du maraîchage, est-ce que vous avez un peu des échos sur leur avis par rapport à cette thématique, notamment par exemple l'agriculture hydroponique, et si vous pensez qu'il y a un devenir peut-être d'un point de vue économique ou justement plutôt porté sur l'agriculture sociale et à vocation éducative? Alors, moi, je dirais qu'il y a deux niveaux de réponse. Il y a au niveau, tout à l'heure, on parlait du sol de la ville, de ce sol agricole qui est extrêmement riche. Et il ne faudrait pas que certains élus ou certaines communes se disent
pas de problème, je suis... voilà, il y a des exemples aujourd'hui encore, des projets qui ont été votés où on consomme encore des terres. Et après, paradoxalement, après on va cultiver sur les toits. Non. Donc d'abord, le premier niveau de réponse, c'est de se dire... on a un sol extrêmement précieux, c'est celui-ci qu'il faut préserver. Il n'y en a pas d'autre. À Paris, quand on parle des pariculteurs, il n'y a plus d'espace agricole. Voilà, donc c'est une autre forme de culture voilà, c'est une autre attitude, un autre choix, le choix de demain. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça, c'est voilà. Mais dans le Val-de-Marne, il reste encore 1100 hectares. Aujourd'hui, une des règles, c'est un des défis, c'est de se dire on ne consomme plus un seul hectare. On doit imaginer une autre manière d'inventer notre territoire de demain, d'inventer de nouvelles façons de construire, d'habiter, de concilier. Aujourd'hui, voilà, on doit inventer une agriculture de compromis, une agriculture hybride qui vient se glisser dans notre tissu urbain avec toutes ces contraintes. Et c'est avant tout, ça c'est le premier niveau de réponse. Et le deuxième niveau, je dirais que toute forme d'agriculture, aujourd'hui dans le Val-de-Marne, on a le point de départ, c'est ces 1000 et quelques hectares, c'est 1000 hectares, mais on peut aller plus loin, on peut faire plus. On peut faire plus. Donc il y a des chercheurs à l'INRA, à AgroParisTech qui travaillent sur comment requalifier des sols ou comment développer de l'agriculture sur des friches industrielles. Donc ça, c'est des friches, donc des sols qui ont été dégradés. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur ces sols? Ça, alors on n'est pas encore sur les toits, mais c'est déjà au niveau du sol, qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque quand on parle de climat, de biodiversité, etc., c'est aussi réouvrir les sols. Donc, réouvrir les sols, c'est peut-être aussi par l'agriculture, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, bon, voilà, là, je ne m'aventurerai pas, je ne suis pas chercheuse sur les questions de qualité de sol, parce que ça, c'est très important, c'est le préalable pour faire de la production. Donc, il y a déjà ce niveau-là. Et puis, ensuite, bien sûr, l'agriculture à l'intérieur même sur les toits, mais aussi dans les bâtiments. Vous parliez d'aquaponie. Là, il y avait des porteurs de projets, des startups qui voulaient s'installer. Malheureusement, le Val-de-Marne n'était pas encore tout à fait équipé pour accueillir. Il y a AgriLoops, c'était des cultures de crevettes, mais il y avait d'autres formes, ou d'autres formes de production qui peuvent se développer d'une autre manière. Avec de nouvelles technologies, de nouvelles... voilà. Mais ça vient en plus, ça vient enrichir une caractéristique qui est on veut développer de l'agriculture de proximité, et donc sous toutes ses formes, jusque sur les toits. Mais l'un ne doit pas remplacer l'autre, ou le toit ne doit pas être le prétexte pour consommer. J'ai du sol, j'aménage, c'est pas grave parce qu'on peut cultiver sur les toits. Non, on ne remplace pas un sol qui a mis des milliers d'années à se constituer. Voilà. Ouais, je confirme bien sûr ce que dit Anne. Après, la façon dont on peut travailler pour grignoter un peu de terrain, nous par exemple, on a une convention avec Val-Office, qui est le principal bailleur départemental, et dans le cadre de notre convention, on a travaillé à la question de l'agriculture urbaine pour que Val-Office, avec l'aide du département, puisse développer des jardins dans les résidences et accompagner les résidents qui souhaitent le faire. Et Val-Office s'est engagé fortement à développer au minimum 3 nouveaux jardins chaque année sur ces résidences. Après, donc aujourd'hui, il y a un site à Ivry-sur-Seine où il y a la culture sur les toits. C'est une société qui s'appelle Topager, qui fait un peu une expérimentation sur le site des Eaux de Paris. Et puis, dans le cadre du Grand Paris Express, alors je ne sais pas si c'est encore à l'ordre du jour avec les problèmes budgétaires, mais au départ, en tout cas, il était question que sur le toit du site de maintenance et de remisage de Champigny-sur-Marne, puisque là, de toute façon, ce bâtiment va se faire, il était question d'y intégrer de l'agriculture urbaine sur le toit de ce bâtiment qui, je n'ai plus la surface en tête, mais qui est une surface assez conséquente. Donc, il y a quand même des projets à suivre. Et comme le dit Anne, voilà, ça doit venir en plus et pas être un prétexte au grignotage de vraies terres agricoles. D'autres remarques? Oui. Fabienne? Excusez-moi, il y a des questions au fond, on reviendra.
Oui, bonsoir. Je me permets de rebondir sur la question de monsieur, puisque moi je suis maraîchère en cours d'installation. La culture hors sol, elle peut se faire, mais vous n'aurez pas les mêmes qualités organoleptiques au niveau des produits. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, mais voilà, vous n'aurez pas les mêmes qualités au niveau des vitamines, etc. Mais c'est des produits qui sont parfaitement consommables. En ce qui concerne la remise en place, la remise en forme de terrain, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle la mycorémédiation, qui est fait notamment pour des sites industriels très lourds. Ils utilisent une variété de mycorhizes, de champignons, pour justement renettoyer les terrains, et ça se fait très très bien. Pour d'autres méthodes de culture alternative, on peut également réouvrir un sol. Il y a des méthodes qui se font très très bien, et le bec et loin les maîtrise très très bien. Pour ce qui est de faire rentrer l'agriculture auprès du public, moi je ne suis pas issue du milieu agricole, même si j'ai été élevée dans une ferme. Je suis venue dans ce métier en ayant une autre vie avant. Et effectivement, j'ai une autre vision de l'agriculture. Et je pense qu'effectivement, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un éloignement de nos producteurs par rapport à nous en tant que consommateurs. On ne sait plus ce que c'est. Un enfant ne sait pas un produit, oui, il faut le ramasser, oui, d'où vient ce produit, comment on le cultive. Les particuliers non plus. Et moi, je le vois, j'ai commencé une distribution, je le vois par rapport au comportement de mes consommateurs qui me disent, tu ne peux pas faire ça plus, tu n'as pas des tomates, tu n'as pas des courgettes. La saisonnalité, ils ont oublié. Il y a tout un savoir que les gens ont perdu. Mais d'un autre côté, on a des agriculteurs qui ont été de plus en plus poussés à faire du rendement, donc qui se sont de plus en plus refermés sur eux-mêmes et qui, en fait, se sont déconnectés de leur clientèle, et pour redevenir un peu trop peut-être dans le côté financier. Je pense que la situation aujourd'hui, elle est là un peu à cause de tout ça. Pour ma part, la vision que vous avez de développer des micro-fermes, je la trouve excellente, parce que la particularité de ces petites surfaces, c'est que justement, elle permet à leurs consommateurs de reprendre contact avec ce que c'est qu'une ferme. C'est plus accessible pour un public de gens qui travaillent dans des bureaux. Vous n'allez pas les faire venir sur une ferme de 10 hectares. C'est beaucoup plus facile sur un petit territoire. Quand je parle de micro-ferme, on peut exploiter une ferme sur 2000, 3000 m². J'ai une collègue à Vitry qui justement a loué 1,3 hectare, mais elle m'a dit en clair, je n'utilise que 3000 m² de terre. Donc ce sont des petites surfaces qui permettent de faire venir du public, de leur faire comprendre comment ça fonctionne. Ça permet également d'aménager le territoire, la surface pour accueillir ce public, et donc faire en sorte que le citoyen se réapproprie les lieux de production. Alors, il ne s'agit pas d'interférer sur le professionnel. Ce que je veux dire, c'est que s'ils veulent comprendre ce qu'ils ont dans leur assiette, il faut qu'ils comprennent le travail de ces professionnels. Il faut que ces professionnels puissent les accueillir. Maintenant, il y a un autre souci par rapport à tous ces problèmes d'aménagement, c'est qu'effectivement, quand vous passez d'une grande culture à du maraîchage, les surfaces et les besoins ne sont pas les mêmes. Notamment, moi, j'ai vu des propositions sur des territoires comme ça, qui sont des grandes plaines. Mais on oublie une chose, c'est que quand vous êtes maraîcher, vous travaillez tout le temps sur la terre, alors qu'en grande surface, il faut un employé pour... Aujourd'hui, la norme, c'est un salarié pour 170 hectares. Un maraîcher, il peut se faire un salaire sur 1 hectare. Le problème, c'est que autant 1 hectare en grande culture, ça représente 2 heures de travail par an, autant un maraîcher, c'est tous les jours. C'est tous les jours, et en pleine saison, c'est 12 heures par jour. L'été, quand il fait très très chaud, vous êtes obligé d'avoir une coupure le midi. Et le problème de ces projets, c'est que vous proposez des choses, mais avec interdiction de mettre un bâti. En ce moment, quand il fait très froid, vous avez travaillé votre sol pendant 4 heures, vous avez besoin de faire une pause, de prendre un café, vous n'avez pas de lieu à vous mettre au chaud. C'est difficile, c'est très difficile. Donc il y a aussi ce problème des contraintes, des besoins. Et si vous voulez accueillir du public, de toute façon, vous êtes obligé d'avoir un minimum de bâti. Et ça, c'est un peu difficile de pouvoir concilier le bâti sur du territoire agricole. Et vous avez des propriétaires qui refusent.
D'autre part, je voulais aborder un autre sujet, c'est par rapport aux terres qui sont disponibles. Il y a plein de terres disponibles. Moi, j'ai 1,3 hectare qui est en friche juste à côté de chez moi. Ce sont des propriétaires privés qui ont été formés dans l'idée que changement de PLU, on fait la culbute et on va revendre ce territoire, mais 20 fois plus cher. Je pense qu'il y a possibilité de récupérer ces terres à une condition, c'est de vraiment dialoguer avec ces personnes qui sont vraiment dans l'idée que ça fonctionne comme il y a 20 ans. Et je pense que là-dessus, il y a un gros travail de communication à faire. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vais juste... Vous êtes maraîchère ici? Pardon? En fait, je suis à Grésy-Suine au sein d'une roseraie. Je suis sur une toute petite surface et j'ai vu le maire de Rungis justement parce que je suis en recherche d'un hectare. D'accord, merci beaucoup. Et ça nous ramène à une autre question, qui est celle de l'agriculteur. Hein. Vous parlez en nom du professionnel dans le domaine. Et donc ça me permet de présenter la prochaine conférence. Avant d'aller sur le terrain rencontrer les agriculteurs, on va quand même faire une conférence qui sera centrée sur le travail de l'agriculteur, sur l'agriculteur, mais c'est surtout... ces agriculteurs qui font de la résistance, comme vous, qui ont fait de la résistance et qui résistent à cette agriculture ultra-productiviste, industrialisée et mondialisée. Hein, c'est une ingénieure agronome qui est sociologue et spécialiste et qui a fait donc tout un travail depuis beaucoup d'années, Estelle Deléage, hein, qui est fils d'un grand scientifique aussi val-de-marnais. Et qui va nous présenter, donc nous parler, vous serez très bienvenus à cette conférence aussi, hein, ces paysans, ces agriculteurs qui proposent et qui n'ont pas voulu rentrer dans cette agriculture qui est aujourd'hui, hein, je pense, tout le monde le dit, ça se dit de plus en plus problématique. Vous voulez aussi répondre? Enfin, vous avez entièrement raison. Hein, voilà, effectivement, on n'a pas parlé des profils d'agriculteurs, mais il y a plusieurs types de profils, notamment l'agriculteur conventionnel qui a hérité, l'héritier de père en fils, des familles qui étaient au départ à Paris et puis toujours plus loin, toujours repoussées plus loin aussi pour faire de la spéculation foncière. Donc racheter des terres plus loin, moins chères, pour assurer la retraite d'une des générations et la nouvelle génération pour pouvoir laisser un patrimoine. Donc ça, c'est effectivement un profil. Et c'est aussi donc, les maraîchers de Val-de-Marnais. Il y a une partie de ces maraîchers qui sont ce type de profil. Des agriculteurs qui travaillent aussi énormément, qui vendent sur les marchés parisiens et qui s'en sortent très bien et qui n'ont absolument pas besoin d'avoir ce rapport aux habitants parce que ça leur prendrait encore du temps et ils n'ont pas le temps. Et puis c'est pas leur choix aussi. Donc on peut respecter. Mais aujourd'hui, vous avez raison, il y a des nouveaux profils d'agriculteurs. Des profils aussi hybrides, ou des nouveaux profils qui peuvent être à la fois producteurs, pourquoi pas de céréales, puis meuniers, puis boulangers. Donc c'est vrai que c'est pourtant 3 métiers à la fois, mais qui peuvent à la fois assurer plusieurs métiers, ça c'est une chose. Et puis ce que vous soulignez aussi, c'est ce rapport à la pédagogie, à la sensibilisation, ce rapport aux habitants, aux enfants, comprendre ce qu'on a dans nos assiettes. Mais ça, c'est encore aussi un autre métier. C'est-à-dire que l'agriculteur, il doit être à la fois animateur et en même temps producteur. Et c'est là qu'il y a aussi des choses à inventer entre l'agriculture professionnelle et l'agriculture non professionnelle. L'agriculture non professionnelle a justement donc les jardins partagés, les jardins pédagogiques, ce rôle justement de pédagogie à jouer et aussi, pourquoi pas, de vente de paniers des agriculteurs professionnels. Donc il y a ce lien à tisser entre ces multiples profils d'agriculteurs. Voilà. Et puis,
comme vous dites, les micro-fermes urbaines qui se développent beaucoup, notamment en Seine-Saint-Denis, puisque je parlais de cet émiettage, entre guillemets, de ces terres. De fait, ces micro-fermes urbaines se sont particulièrement développées en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans le Val-de-Marne. C'est aussi un moyen de préserver ce foncier, parce qu'effectivement, quand il reste que 1000 hectares, on se dit autant 1000 mètres carrés, autant construire un immeuble, autant voilà. Alors que non, c'est pour ça que du toit à la micro-ferme, c'est aussi une manière de diffuser cette agriculture en tout point du territoire, et pas seulement sur ces grands espaces qui paraissent plus évidents à préserver, mais non, partout, en tout point, même de tout petits espaces, on peut développer l'agriculture, mais aussi dans les bâtiments en lisière de grands espaces agricoles. Ces bâtiments, alors effectivement, la question du logement, la question des bâtiments agricoles, c'est aussi important. Vous voyez, je vous ai montré une photo de Noiseau avec des grands hangars, c'est la halle aux chaussures. Peut-être qu'à la place de la halle aux chaussures, on pourrait imaginer d'avoir d'autres, des bâtiments qui soient en lien avec l'agriculture. Donc tout ça, ça s'invente, ça se réinvente. Et je dirais que en Ile-de-France, il y a les territoires agri-urbains qui, pour fonctionner, sont organisés en collèges. Il y a le collège des élus, des agriculteurs et les associations, la partie civile. Et le fait de travailler ensemble, donc c'est favoriser l'intelligence collective. On a besoin des agriculteurs pour inventer les espaces qui iront bien, pour tout intégrer. Les élus aussi ont besoin d'être... on a besoin de dialoguer tous ensemble, et on ne le fait pas assez. Et donc dans le Val-de-Marne, ça va se construire, c'est en train de se faire, mais c'est en train d'évoluer positivement. Voilà. Alors, je vais prendre une dernière question, et on va après continuer notre exercice de circuit court que je vais annoncer avec notre apéritif. C'est aussi une des initiatives du département pour soutenir les initiatives citoyennes de circuit court. C'est l'association qui va nous permettre de prendre un petit pot ensemble avant de repartir chacun chez soi. Oui, alors moi je voulais juste témoigner, je suis moi-même fille d'anciens maraîchers et horticulteurs de Créteil qui ont été obligés de partir. Mais il y a un point, il y a deux choses. Tout d'abord, ce que vous n'abordez pas, c'est aussi les impôts locaux sur un terrain. Quand on est en ville, on paye non pas des impôts locaux agricoles, mais bien urbains. Donc ça fait des impôts locaux fort chers. Ça, c'est juste une aparté. Et d'autre part, là, sur le Grand Paris Express, à Créteil-les-Chats, il y a un grand jardin qui va disparaître. Je ne sais pas si le département pouvait faire quelque chose là-dessus. Alors, on n'est pas décisionnaire directement, mais on peut en parler à nos collègues qui suivent en tout cas le projet. Nous, le département, on intervient sur les réseaux souterrains pour préparer l'arrivée du Grand Paris Express, mais c'est vrai qu'on... Voilà. Il n'est pas entretenu, mais c'est un très bon terrain. Oui, effectivement, mais là, il y a encore une ZAC qui vient d'être votée, qui consomme encore, dans le sud du Val-de-Marne. Il y a encore des espaces ou des projets, mais qui, voilà... Après, ce Grand Paris Express, c'est encore un autre échelon. Donc les décisions, elles se font à un autre niveau. Et puis parfois, se pose la question de... on a aussi besoin de transport en commun. Voilà, après, c'est une question d'équilibre. Voilà. Alors, j'avais dit que c'était la dernière question, mais allez, une petite dernière pour la... pour la haute. Bonsoir et merci de me donner la parole. Il y a un point sur lequel vous n'êtes pas intervenu, c'est la dernière loi sur l'agriculture qui oblige maintenant en région Île-de-France
d'apporter des compensations à partir d'1 hectare qui changerait d'affectation. Alors, disons, en tant qu'environnementaliste, on se dit c'est simple de donner une somme d'argent, mais là, vous avez parlé de reprise de friches industrielles, donc une partie, si jamais l'espace naturel et agricole est pris, parce qu'on parle d'espace naturel ou agricole, est pris pour faire un équipement, il est tout à fait possible de demander en compensation la remise en état de sol. Et je pense que c'est, enfin, disons, cette adoption de loi, même si elle n'est pas parfaite pour l'instant, elle met un frein au fait qu'un espace agricole n'est pas un espace libre. C'est un espace qui est occupé et qui sert à la collectivité, qui est un bien commun. Et ça, enfin, si vous voulez, moi je trouve que c'était très important. Elle n'est pas parfaite, la loi. Après ça, c'est dans son application qu'on peut peut-être améliorer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, bon, on donne de l'argent, on prend des terres, on donne de l'argent. Non, il faut faire plus que ça. Idem pour la biodiversité qu'on peut rencontrer dans les jardins. Parce qu'une biodiversité intéressante, ce n'est pas parce qu'on va donner l'argent qu'on va la retrouver. Voilà, c'est ça auquel vous n'avez pas abordé cette question-là, mais je pense qu'il y a eu une inflexion au niveau des pouvoirs publics qui est intéressante. Et ce sont des élus, des députés, contre l'avis du gouvernement de l'ancienne mandature, qui ont poussé à la roue, contre l'avis du ministre à l'époque. Donc, à la base, il y a une prise de conscience de la valeur de l'espace agricole. Alors, tous ces débats, on n'a pas le temps de faire en une seule conférence. On a eu tellement de sujets qu'on aimerait continuer. Peut-être qu'on reprendra un cycle sur l'alimentation, notamment sur les circuits de distribution, hein, qui font de la pression sur l'agriculture. Mais nous aurons l'opportunité de continuer quand même ces débats. Chacune de ces visites vont être accompagnées de débats avec une multitude de tous les acteurs dont Séverine parlait tout à l'heure. Nous allons les rencontrer lors de ces visites. Merci beaucoup.